violence everywhere, to naming and confronting the dehumanization of Black people and all racism everywhere. Michael Brown was 19 years old and unarmed when he was shot 8 times. I've been speaking to young people his age in the past few days in Montreal, and they've been saying things like, basically, just being Black, I don't feel safe walking down the street. And they've been saying, knowing how police don't like Black people, especially white police, I'm just really scared. These are youth in Montreal. It's an extra burden on Black youth, they've told me, and they carry an extra responsibility to anticipate how anti-Black racism will impact how they are seen by the police, how they are seen by their teachers, how they are seen on the buses, how they are seen on the street as they go about their daily business. Before I came to this rally today, I watched a little bit of the rally that's going on in Ferguson right now. And Captain Johnson, the highway patrolman, who has been represented as a bit of the savior of the community, coming and hugging and marching with the other community members because he's from that neighborhood. He apologized to the community as somebody who wears a uniform and is the parent of a Black son himself. And then he went on to make a case for Michael Brown as a martyr. He thanked Michael for his life and for the changes that he is going to bring to his child and the other children of that community. And all I can think about is whether or not there's any value even placed on that young Black life as a life, and not only in death. Black youth today and Black people all over are facing the dehumanization and the continued impacts of the dehumanization of their bodies. They don't feel valued in this society, and every time one of these instances happens, no matter where it is, we feel the ripple effect all over. It is not a simple thing, and police violence does not only affect racialized communities, but it has a very particular impact in racialized communities. I'd like to pass the microphone now to Ricardo. Merci, Rosman. Thank you, Roger. I would like to create some peaceful chaos for a moment. If we can all move here. Close to the stairs of the fraternité des policiers. Je demande à tout le monde si on peut s'approcher un peu là du building de la fraternité des policiers. Ensemble. Il y en a qui sont très loin. On a besoin. Ce qu'on fait, c'est on le fait en solidarité avec les gens de Ferguson et on le fait aussi en solidarité avec tous les gens qui subissent des micro-agressions dans leur vie quotidienne, qui suppriment une partie de leur humanité parce qu'ils se sentent comme des menaces ambulantes. Donc je suis là parce que je suis un homme noir qui est tanné d'entendre ces nouvelles-là. On a entendu Trayvon Martin, Eric Gardner, Freddy Villanueva le 9 août 2008, 6 ans plus tard, Michael Brown, 9 août 2014. Et les familles de ces personnes-là qui ont été abattues vivent un drame quotidien du fait que ce racisme, ces meurtres institutionnalisés, en fait, les policiers qui les ont commis vivent une certaine forme d'impunité, ils sont encore en poste. On a Didier Berry qui est avec nous, qui est encore vivant, qui a été frappé et battu par les policiers. Et on est content que tu sois encore en vie. Il y en a d'autres qui ont, comme Kilem Registre à Saint-Michel, taser gun, plus de 6 décharges minimum.
Et si ce n'est pas toujours la mort, ça peut être d'autres choses qui viennent affecter, qui viennent nous affecter. Si ce n'est pas toujours par la police, ça peut être dans le milieu, si c'est pas dans le milieu du travail, ça peut être sous tout autre type de forme. Il y a des privilèges que les personnes blanches ont, que les personnes de couleur n'ont pas quand il s'agit de relations avec les forces de l'ordre. Donc, voilà. Je ne sais pas si Rosalind, tu voulais dire quelque chose au niveau de la photo ou de trucs comme ça. Ok, après, ok. Donc, comme vous le savez, comme c'était dans l'annonce, l'événement s'inscrit dans le cadre d'une journée mondiale de protestation en solidarité avec la famille de Michael Brown et le soulèvement de Ferguson. En gros, on est là pour dire que on a le droit, on reprend ce droit-là de s'indigner. Les gens de Montréal-Nord se sont indignés quand ce jeune homme qui, le 9 août 2008, quand ce jeune homme du nom de Freddy Villanova a été abattu alors qu'il n'était non armé, qui jouait au dé. Les gens se sont indignés. Un homme noir, ou un homme de couleur, un homme arabe, ici au Québec, j'en connais très peu qui se sentent à l'aise de s'indigner quand ils subissent des microagressions, qui se sentent à l'aise de dire « je ne suis pas content, ça ne me tente pas de sourire, je suis mal à l'aise, je vis une injustice ». Les gens à Ferguson, c'est ce qu'ils sont en train de dire collectivement. Et c'est un sentiment que l'on partage. Nous avons le droit de nous indigner. Ce n'est pas à nous de travailler plus sur nous-mêmes, c'est à ce système de faire preuve d'une certaine forme d'introspection. Comment on peut travailler encore plus sur nous-mêmes sans affecter notre santé mentale? C'est imploser à l'intérieur de nous. Lorsqu'on voit tous les budgets qui sont donnés au groupe Eclipse, le retour sur l'investissement, il est quoi? Quand on entend qu'il y a 10 000 noms de personnes associées à soi-disant gang de rue qui sont fichés, mais on ne sait pas si notre nom est là-dedans ou pas, ou sur quelle base, sur quels critères ils se fondent pour nourrir leur base de données de manière arbitraire. Il y a un lien avec les vrais criminels, avec les plus de 540 Canadiens qui ont des avoirs dans les paradis fiscaux et la force paramilitaire qui est mise en place pour faire en sorte que les personnes de couleur se sentent comme s'ils étaient encore sur une plantation. Ça, c'est une partie du discours où on ne nous inclut pas. Le consortium international des journalistes d'enquête n'est même pas capable de révéler le nom des 540 Canadiens qui ont des avoirs dans les paradis fiscaux. Et en même temps, à l'envers, il y a une surreprésentation des Noirs dans les prisons fédérales canadiennes, une surreprésentation des Autochtones. Donc, le lien avec la police, il y a un lien à faire entre la marge de manœuvre qu'on donne à la police, la gentrification qu'on vit ici à Montréal, le milieu carcéral, ce qu'on vit, la discrimination dans le milieu de l'emploi, tout est interrelié. Il y a des gens qui se sentent comme s'ils vivaient sur une plantation. Et s'ils lèvent trop le bras, ou si même ils lèvent le bras, leur espérance de vie peut être écourtée. On est là pour dire que on comprend la frustration des gens à Ferguson. On aimerait que le système puisse la comprendre aussi. Alors j'aimerais céder la parole à... Pardon? OK. On m'a demandé hier soir d'écrire un speech pour aujourd'hui, mais j'étais un peu partie sur le party, fait que j'ai comme pas eu le temps de rien écrire. Mais je vais vous lire un texte que j'avais écrit quand on avait organisé une vigile pour le dernier mort tué par le SPVM. Donc, voici le texte en question. Nous savons tous très bien que le SPVM a les mains sales. En fait, nous voyons de plus en plus que pratiquement tous les corps policiers du Canada peuvent se réjouir de matraquer et de tirer sur les gens comme bon leur semble, sans avoir aucune conséquence. Ne nous le cachons pas, le SPVM, en ce qui concerne Montréal, est tranquillement mais ouvertement en train d'instaurer un État policier. Nous l'avons très bien vu lors du printemps érable, que face à un cri du peuple, la tentative accrue d'un État policier fut mise de l'avant.
Des centaines de personnes se sont vues poitrées, matraquées, arrêtées et j'en passe, complètement innocemment. Et évidemment, sur les centaines de plaintes amenées en déontologie policière, seulement quelques dizaines d'entre elles ont été retenues, dont nous attendons toujours les résultats, sans grand espoir. Prenons le cas par exemple de Francis Grenier, qui est présentement en processus pour une poursuite contre le SPVM pour 350 000 $. Et évidemment, quelle surprise, le SPVM se défend pathétiquement en disant que c'est tout simplement impossible qu'une grenade assourdissante aurait pu causer la perte de son œil. Ils sont même à dire que c'est à cause de ses lunettes qu'il aurait perdu son œil. Parlons maintenant de la très chère déontologie policière. Cette cour de justice spéciale composée de flics retraités ou de policiers qui n'ont plus la force de matraquer des gens, dont en passant le père de l'agent 728 faisait autrefois partie, est censée être là pour les personnes qui ont été de malheureuses victimes de la répression policière. Le but étant de punir les policiers qui abusent un peu trop de leur pouvoir, le résultat en est des plus dégradants. Les policiers s'en sortent généralement avec une note au dossier ou d'une suspension avec solde. D'ailleurs, les avocats de gauche recommandent de plus en plus de laisser la déontologie policière et de traîner les flics à la cour de la petite créance. Je vais maintenant vous énumérer quelques exemples des plus concrets d'impunité policière à son plus fort. Tout d'abord, nous avons l'affaire Villanueva. Ce jeune homme de 18 ans qui a été innocemment tué le 9 août 2008 par le policier Jean-Loup Lapointe, réputé pour faire chier les petites gangs de rue et les personnes de couleur. Aucune accusation n'a été portée contre lui. Nous voici maintenant en 2014 et le policier Lapointe vient d'être promu au groupe tactique d'intervention du SPVM, autrement dit le SWAT. La famille Villanueva est présentement en processus pour une poursuite contre ce policier de 990 000 $. Ensuite, nous avons l'affaire Mario Hamel, cet itinérant de Montréal connu de tout le monde et réputé pour être un homme très calme. À l'été 2012, Mario se promenait dans les rues et éventrait des sacs poubelles avec un petit canif. Deux policiers sont alors intervenus et se sont sentis automatiquement menacés par ce petit canif. Les policiers, dans leur déclaration, ont déclaré que Mario les menaçait de face avec son canif. Chose bizarre, Mario a été tiré de loin et dans le dos à plusieurs reprises, et une balle perdue tirée par un des policiers a tué un innocent qui passait par là et qui allait travailler, Patrick Limoges. Encore une fois, aucune accusation n'a été portée contre ces policiers, même pas une note au dossier. Allons maintenant du côté de Toronto pour parler de Sami Yatim, ce jeune homme de 18 ans qui, un soir, se trouvait seul dans un tramway avec un couteau de poche à la main. La police est alors arrivée en trombe, n'a posé aucune question ni quoi que ce soit et le policier James Forcillo a ouvert le feu gratuitement sur le jeune homme. Au total, 9 coups de feu ont été tirés sur la pauvre victime. Après 3 coups de feu, Sami était par terre en sang et le policier a quand même tiré 6 balles supplémentaires sur le corps qui gisait inerte sur le sol. Le policier a été accusé de meurtre non prémédité et a été libéré moyennant une caution de 510 000 $ seulement 2 jours après le drame. Encore une fois, nous